Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse linéaire du poème Le Buffet, 21e des Cahiers de Douai. Le recueil comporte 22 poèmes d'Arthur Rimbaud, composés dans l'errance de ses fugues. Le Buffet a été écrit en octobre 70, alors qu'il a été recueilli chez les Demoiselles Gimbres, tante de son professeur de lettres, Georges Isambard. Ce sonnet a la particularité de n'évoquer aucune révolte, dans un moment qui fut pour lui un temps d'apaisement et de douceur probablement, et le respect relatif des règles traditionnelles d'un point de vue formel est tout à fait étonnant. Comment Rimbaud, à travers l'évocation apparemment simple d'un vulgaire buffet, affirme-t-il une grande modernité? Les mouvements du sonnet sont les suivants. Le premier quatrain est consacré à la découverte d'un mystérieux buffet. Les deux strophes suivantes nous font entrer dans ce coffre-trésor. Enfin, le dernier tercet nous fait comprendre qu'il s'agit en fait d'une métaphore de la création poétique elle-même. Procédons à la lecture du texte. Le buffet. C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai, 1871. Le poème s'ouvre sur une tournure présentative. C'est invite le lecteur à entrer dans l'univers du poète, qui partage une vision. Nous découvrons une maison banale habitée par de vieilles gens. Le buffet fait partie du mobilier traditionnel. Qualifié de large, sombre, en chêne sculpté, cet objet ne peut paraître plus banal. Il s'agit d'un lieu indéfini, empreint d'une histoire familiale forte. Le buffet a pris cet air si bon des vieilles gens, impression caractéristique de ses intérieurs, marquée par l'identité de ses propriétaires que l'on imagine âgés. Témoin des vies qui se sont succédées dans cette demeure, le buffet en est un vestige qui traverse le temps, d'où cette personnification débutante. Au vers 3, l'évocation commence à surprendre davantage. Comme oublié dans l'ombre, le buffet ouvert semble s'animer et exercer une attraction ambiguë. Au vers 4, ce flot de vin et ses parfums entraînent le lecteur dans l'obscurité, au rythme d'un bruissement étrange. Les allitérations en S, V, F reproduisent une musique envoûtante et inquiétante à la fois. Néanmoins, ces parfums sont indéfinis, mais engageants. En fait, ils sont déclencheurs d'un voyage intérieur, amorcé par la comparaison, le flot de vin, c'est le flux de conscience, l'ivresse poétique, comme une invitation au voyage. Curieusement, la rupture entre les deux quatrains et les deux tercets n'est pas marquée. Au contraire, le deuxième quatrain et le premier tercet font corps, renforçant la continuité du rythme à maintenir dans ce sonnet. L'objet du buffet en soi est délaissé en tant qu'enveloppe pour l'univers entier qu'il contient. La simplicité du groupe adjectival tout plein, mis en relief en début de vers 4, suffit à introduire la longue énumération des objets, des trésors qu'il recèle. Rimbaud insiste à nouveau sur l'ancienneté de ces objets sans valeur, si ce n'est affective, présentés comme un tas apparemment sans intérêt. C'est un fouillis de vieilles vieilleries. Commence une longue énumération qui souligne l'abondance des objets. L'enjambement au vers 5 et 6, également, renforce l'impression de profusion. C'est un ensemble de linge, lumineux de par les couleurs évoquées, jaune, blanc, blond, et d'une grande douceur, suggérée par la féminité, femme, dentelle, et l'enfance surtout. Ce tableau du buffet est fortement imprégné de présence humaine, et le buffet personnifié, divinisé même en tant que chef de famille, en détient tous les secrets. Tout y est précieux par sa petite taille et son aspect personnel. Les cheveux, les portraits renvoient à une histoire familiale, que Rimbaud aurait peut-être voulu connaître.
Mais au-delà de cela, il faut y voir une métaphore de la création poétique comme exploration de la mémoire et plus généralement de l'âme. Pour cela, le poète mobilise tous les sens: la vue, l'odorat, le toucher, le goût. La mémoire olfactive est la plus puissante, comme on sait, et c'est sur celle-ci que le poète insiste. Le deuxième tercet s'ouvre encore avec un présentatif, traduisant cette insistance sur ce lieu. L'intérieur du buffet, le monde caché où découvrir l'inconnu. L'emploi de l'indéfini et du conditionnel au verbe neuf, c'est là qu'on trouverait, montre bien qu'il s'agit d'un lieu imaginaire et que, métaphoriquement, il s'agit de découvrir les mystères de l'homme, consignés dans le sanctuaire de la conscience et de l'inconscient. Au vers 8, le Griffon annonçait déjà cette transition vers ce monde irréel. S'agissait-il d'un simple chien ou de la créature mythologique? De plus, tous ces objets sont très génériques et déterminés par le pluriel, et l'article définit les, ce qui permet d'en souligner le caractère général et commun à tous les hommes. Dans la dernière strophe, le poète s'adresse au buffet, avec cette apostrophe à la deuxième personne du singulier. Ensuite, le poète s'adresse autant à un proche, avec familiarité et respect, à un ancien qui conterait ses contes, qu'il invoque la création poétique elle-même. En effet, ce buffet renferme le savoir. Tu sais. Lieu de la mémoire, c'est le coffre des secrets de l'âme universelle. Le buffet représente la psyché qu'il faudrait explorer. C'est tout un univers où règne l'abondance, avec ses zones d'ombre et ses régions lumineuses, inépuisables par la foule d'éléments hétéroclites qu'il renferme. Les grandes portes noires ouvrent sur la mémoire et les mystères de l'âme. Là où le poème s'achève, il faut comprendre un départ, un début dans la quête poétique de Rimbaud. Comme il l'écrira dans la fameuse lettre à Paul Démeny, « Je est un autre. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs. » Un peu plus loin, je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, chose qu'il fera plus tard. Dans l'expression conte était conte, nous observons bien sûr une répétition par dérivation, mais l'effet produit est surtout celui d'un refrain incantatoire. La régularité du rythme, inhabituelle chez Rimbaud, les redondances, les répétitions dans l'ensemble du sonnet, les assonances en nasal, on, en, produisent un chant puissant, vibratoire, permettant cette immersion dans la voyance. À cet égard, et dans ce poème précisément, on rejoint un petit peu l'esthétique apollinarienne. La poésie est une incantation, donnant accès à un monde imaginaire. Le bruissement du buffet scande cette procession, menant au mystère de l'âme. Tout comme le présent atemporel souligne l'importance du processus. L'ouverture des portes du buffet sur cet univers noir, c'est le départ vers l'exploration de territoires inconnus. En conclusion, ce sonnet des Cahiers de Douai tranche avec les autres. D'une douceur surprenante, plus traditionnelle dans sa forme, c'est l'avant-dernier des poèmes du recueil, qui dépeint le processus de la création poétique. Rimbaud le développera dans sa poésie ultérieure et il l'annoncera comme principe fondateur, la voyance, qu'il définit dans sa fameuse lettre écrite à Paul Démeny 7 mois plus tard. Ainsi, le poète montre ici sa capacité à transfigurer la réalité la plus simple et accède, par le regard qu'il porte sur le monde, à une réalité plus riche. C'est ce qu'avait amorcé Victor Hugo avec sa définition du poète visionnaire, Charles Baudelaire avec l'alchimie poétique, et plus tard, bien sûr, Francis Ponge avec le parti pris des choses, qui donnera la parole aux objets les plus banals du quotidien. Nous en avons terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.